Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vous parle de sinus, cosinus et tangente. Parce que vous avez pensé que la trigonométrie, ce que vous avez vu l'année passée, on parlait de sinus, cosinus, tangente. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler plus dans un contexte de cercle trigonométrique. Donc, vous avez ici un cercle trigonométrique, donc un cercle, vous voyez, de rayon 1. Vous avez un point trigonométrique ici que j'ai appelé XY, avec un angle T. Donc, vous voyez ici le point P de T, c'est XY. Alors, si vous vous rappelez bien, X veut dire le côté ici. J'ai un triangle rectangle ici, et Y, c'est l'autre côté de l'angle droit. Si je fais le sinus et le cosinus comme on l'a appris l'année passée, donc sinus de T, c'est quoi? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, le sinus, ça va être Y. Côté opposé, c'est Y. À l'angle T, c'est Y sur l'hypoténuse qui est 1. Donc, ce que vous voyez, c'est que Y sur 1, ça fait Y. Donc, le sinus de T va être directement la composante en Y du point trigonométrique. Le cos de T, vous me voyez venir. Là, je m'excuse encore si c'est l'écriture. Je n'ai pas mon crayon. Donc, le côté adjacent, c'est x sur l'hypoténuse qui est 1. X sur 1, ça fait x. Ce qui veut dire que le point trigonométrique que vous voyez ici, on peut l'écrire comme étant le cos de t pour le x et le sin de t pour le y. Donc, un point trigonométrique va toujours s'exprimer comme le cos de l'angle et le sinus de l'angle. Et ce, peu importe le cadran où est-ce qu'on va aboutir. Donc, là, je vous rappelle que l'angle T, c'est l'angle avec l'horizontale, donc c'est l'angle positif. Euh, Quand on tourne dans le sens anti-horaire, c'est l'angle positif. Quand on tourne dans le sens horaire, c'est l'angle négatif. Si j'ai la tangente, en fait, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est Y. Le côté adjacent, c'est X. Mais Y sur X, Y, c'est le sinus de l'angle et le X, c'est le cosinus de l'angle. Donc, on peut exprimer la tangente comme le sinus sur le cosinus. Et on va voir pourquoi, géométriquement, dans les prochains cours, pourquoi on a appelé ça tangente. Pourquoi le rapport sinus sur cosinus, on a appelé ça tangente. Alors, on est capable, en sachant ça, calculer le cercle trigonométrique, les points du cercle trigonométrique qui sont ici. Si je demande la tangente de pi de 4pi sur 3, la tangente de 4pi sur 3, ça va être quoi? Ça va être le y de 4pi sur 3. Vous voyez ici l'angle à 4pi sur 3. Je vous rappelle qu'on faisait le petit x comme ça. Donc, tous les angles à pi sur 3, avec des fractions qui ne se réduisent pas, donc 4 sur 3, ça ne se réduit pas, vont tous avoir la forme une demi-racine de 3 sur 2, mais avec des signes plus ou moins positifs ou négatifs. Donc là, si on fait tangente de 4 pi sur 3, c'est quoi? Ben, c'est de dire, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, c'est le y sur le x. Le y, c'est moins racine de 3 sur 2, on voit ici. Le x, c'est moins une demi. Donc, on divise les deux. C'est le sinus sur le cosinus. Quand on divise par, bon, les moins se cancellent, ça devient plus. Racine de 3 sur 2, divisé par une demi, c'est comme multiplié par 2 sur 1. C'est multiplié par l'inverse. Donc, les deux se cancellent, il nous reste racine carrée de 3. Mais c'est possible que je vous demande de calculer des sinus et des cosinus d'angles qui font plus qu'un tour complet.
Donc, si je prends, par exemple, 9pi sur 4, on va peut-être effacer ce qu'on a déjà fait. 9pi sur 4, ici, ça correspond à quoi? Donc, ça correspond à les angles pi sur 4 ici. Donc, tous les angles à 45 degrés. Ça. Pi, à 9 pi sur 4. Si vous comptez, pi sur 4, c'est 45 degrés. Il faut calculer 9 fois 45 degrés. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois ici. Je suis rendu à 7 fois pi sur 4 ici. 8 fois pi sur 4, ça correspond à 2 pi. 9 pi sur 4, ça correspond, on revient au point qui est le même point qu'à pi sur 4. De sorte que le sinus de 9 pi sur 4, c'est la même chose que le sinus de pi sur 4. Le sinus de ce point-là, c'est la composante en y, pas la composante, la coordonnée en y. Donc, racine carrée de 2 sur 2. Si on dit maintenant le cos de 19pi sur 6 radians, le cos de 19pi sur 6, c'est quoi? Bien, 19pi sur 6, est-ce que ça fait plus qu'un tour complet? Bien sûr, parce qu'un tour complet, c'est 2pi radians, et 2pi, c'est 12pi sur 6. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui soustraire le nombre de tours complets, c'est-à-dire, je lui soustrais un tour complet. Je regarde qu'est-ce que ça donne. Ça donne 7pi sur 6. 7pi sur 6 qui est en fait un point dans le cercle trigonométrique. Si vous regardez ici, c'est un point dans le troisième cadran. Donc, le cos de 19pi sur 6 va me donner la même chose que le cos de 7pi sur 6. Et le cos, c'est le y. C'est-à-dire, le cos, c'est le x, excusez-moi. Moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, c'est le cos, c'est le x ici. Donc, on peut calculer à partir du cercle trigonométrique le sin, le cos et la tangente d'angle connu. J'ai aussi un petit truc que j'ai en fait que j'ai vu sur Internet, sur Pinterest, pour ne pas le nommer. On peut aussi utiliser la règle de la main pour... c'est la règle de la main gauche, en fait. Vous avez déjà vu la règle de la main droite en sciences, mais là, c'est la règle de la main gauche. Si on retient le premier cadran du cercle trigonométrique, on est facilement capable de retrouver tous les autres points trigonométriques dans le deuxième, troisième et quatrième cadran seulement par un changement de signe. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment on retient le cas. Oui, je vous ai donné des trucs pour retenir, style racine de 3, racine de 2, racine de 1. Donc, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Mais on peut aussi retenir par le biais de votre main gauche. Donc, si on place la main gauche, comme vous voyez dans le premier cadran, puis je vous demande le cos de pi sur 6. Pi sur 6 radians, c'est en fait 30 degrés. Fait que là, ça correspond à votre annulaire ici. OK? Donc, ce que je fais, c'est que vous barrez l'annulaire, puis si on y va avec la règle qui est ici, la racine carrée du nombre de doigts qui sont à gauche de votre annulaire. Combien est-ce qu'il y en a qui sont à gauche? Il y en a 3. Donc, ça fait racine carrée de 3 sur 2. Combien est-ce que, si j'avais fait le sinus de pi sur 6, combien est-ce qu'il y a de doigts? Regardez ici, c'est la racine carrée du nombre de doigts qui est à droite. Le nombre de doigts à droite, ou si vous voulez en bas de votre annulaire, il y en a un. Mais si on fait racine carrée de 1 sur 2, ça fait une demi. Ça fait, une demi. Donc, votre point à pi sur 6, c'est le point racine carrée de 3 sur 2, une demi. On sait exactement comment le faire. Le sinus de pi sur 3, si j'y vais avec le sinus de pi sur 3, on y va avec l'angle à pi sur 3. Pi sur 3 correspond à votre index. OK? Combien y a-t-il de doigts au-dessus de pi sur 3? Bien, il y en a juste un. OK? Fait que c'est racine carrée de 1 sur 2. Ça, c'est le cos, excusez-moi. Ça, c'est le cos. Cos de pi sur 3, c'est racine carrée de 1 sur 2, ça fait une demi.
sinus de pi sur 3, combien y a-t-il de doigts en dessous ou à droite? Il y en a 3. Fait que ça fait racine carrée de 3 sur 2. De sorte que le point à pi sur 3, ça vaut 1/2. C'est le racine carrée de 3 sur 2. On peut y aller comme ça. J'y vais avec la tangente. Si je vous demande la tangente à pi sur 4, qu'est-ce qu'elle vaut? Ben, la tangente à pi sur 4, c'est la racine carrée du nombre de doigts à droite de pi sur 4 sur la racine carrée du nombre de doigts à gauche de pi sur 4. Ce qui fait que on a ici, on y va avec pi sur 4. Pi sur 4, ça correspond au majeur. Combien y a-t-il de doigts à droite? Oui, c'est ça, à droite de pi sur 4. À droite de notre doigt, il y en a 2. À gauche, il y en a 2. Donc, ça fait racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2. C'est le point, excusez, ça c'est le point. Donc, si on y va avec la tangente, il faut diviser les deux. Mais quand on divise racine carrée de 2 sur 2 par racine carrée de 2 sur 2, c'est le sinus sur le cosinus. Ben, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc, racine carrée de 2 sur 2 fois 2 sur racine de 2. Mais tout ça se cancelle. Fait qu'il nous reste 1. Okay? Fait que la tangente à pi sur 4 qui vaut 1, ça va être une valeur qui va être très importante à retenir. Ça va revenir assez souvent. Donc, vous devez vous rappeler que si la tangente vaut 1, c'est parce qu'on est aux jumeaux Picard. Okay? Donc, les jumeaux Picard, c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Si la tangente vaut moins 1, si la tangente vaut moins 1, on a des jumeaux, mais qui ne sont pas identiques. Donc, un positif, un négatif, comme moi puis mon frère. Okay? Donc, c'est la tangente à pi sur 4 donne toujours les jumeaux Picard. On continue. Donc, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de voir, vous voyez dans la colonne de gauche de GeoGebra, on va essayer de voir qu'est-ce que fait le graphique de sinus x, cosinus x, si x, c'est un angle en radian. Okay, donc, on va mettre ça ici. Ce que vous devez, juste me tracer ça, on n'a pas de besoin. Bon, ce que je vais faire avec vous, c'est prendre différents points dans le cercle trigonométrique entre 0 et 2π et on va calculer qu'est-ce que c'est le sinus et le cosinus. Donc là, on va regarder avec le sinus. Si je prends le sinus à l'angle 0, okay, le sinus, si vous vous rappelez bien, on l'a défini comme étant le y du point, okay, trigonométrique. Donc, à l'angle 0, ça donne 0. Comme le point A, ça passe par 0, 0. Donc, vous voyez ici, j'ai gradué par pi sur 2, de sorte que si je prends l'angle à pi sur 6 ici, pi sur 6 qui est à peu près le tiers de la graduation. Donc, vous voyez à peu près là, comme ça. Le sinus vaut 1/2. Donc, ça correspond au point B qui est ici. OK? Après ça, à pi sur 4, qui est la moitié de la graduation entre 0 et pi sur 2, à pi sur 4, le sinus vaut racine carrée de 2 sur 2. Ça donne environ 0,7. Vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est le point qui est orangé ici. Le point qui est ici, que je mets un petit peu de bleu par-dessus. Ensuite de ça, le sinus à pi sur 3. Bon, pi sur 3, c'est un petit peu entre ici, OK, à peu près. Le sinus vaut racine carrée de 3 sur 2. Donc, ça fait le sinus vaut racine carrée de 3 sur 2. C'est le point D qui est ici. Okay? Le point D qui est en bleu. Et quand vous arrivez en haut, okay? En haut, le sinus à pi sur 2. La plus grande valeur du sinus, c'est 1. Donc, à pi sur 2, j'arrive au point E qui est 1.
qui est la valeur du sinus. Bon, là, je ne ferai pas tous les angles au complet, mais vous devez comprendre que comme le sinus, c'est la valeur de y. Donc, qu'est-ce qui arrive si je prends la valeur de y dans des angles dans le deuxième cadran? Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive? Cette valeur-là, c'est la valeur maximale du point du sinus, parce que c'est le y. Je m'en vais jusqu'ici, à l'angle pi. À l'angle pi, vous voyez que le sinus, à cet angle-là, vaut 0. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va descendre, comme ça. Donc, à tous les angles, le sinus, il va descendre. Donc, ce qui va être important de remarquer, c'est que le graphique suit le graphique, en fait, nous donne les valeurs de y. Donc, ça monte jusqu'à pi sur 2. Puis de pi sur 2 à pi, ça descend. Mais qu'est-ce qui arrive dans le troisième cadran? Les valeurs de y dans le troisième et dans le quatrième cadran sont négatives, de sorte que de pi à 3pi sur 2, c'est-à-dire de 90 degrés à 270 degrés, le sinus devient négatif. Donc, vous voyez, le sinus devient négatif tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à temps qu'il atteigne sa valeur minimale à moins 1. Donc, ça correspond au point K ici. Donc, dans le troisième cadran, ça va faire quelque chose comme ça. Dans le quatrième cadran, qu'est-ce qui arrive? Donc, je pars du minimum qui est moins 1, mais ça remonte, ça remonte, ça remonte, jusqu'à temps qu'à 2 pi radians, un tour complet, le sinus à ce point-là vale 0. Donc, ça remonte jusqu'à 0, ici, comme ça. De sorte que, si j'efface un petit peu tout ce qu'on vient de faire, on regarde comme il faut. Si on regarde comme il faut, qu'est-ce qu'on va obtenir? Je vous montre le graphique final de sinus. Le graphique final de sinus, il a l'air de ça. Donc, ce qu'on doit voir, c'est que l'angle, on peut faire plus qu'un tour complet. Okay? Donc, si on fait plus qu'un tour complet, le graphique va commencer à se répéter. Okay? On appelle ça un graphique périodique. Donc, le graphique va commencer à se répéter ici, et il va continuer ainsi de suite, et il se répète aussi de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va appeler ça la longueur d'un cycle ici, on va appeler ça la période. Donc, si je vous demande, par exemple, entre 0 et 2pi, c'est quoi l'intervalle de croissance? Ben, vous me diriez de 0 à pi sur 2, ici c'est croissant, et de 3pi sur 2 à 2pi, c'est croissant. Union de 3pi sur 2 à 2pi. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de trouver les propriétés de la fonction sinus. Les propriétés les plus importantes, c'est-à-dire le maximum, le minimum, les zéros de la fonction, pardon, etc. Donc, si on fait le graphique de cosinus maintenant, le graphique de cosinus, donc je vais mettre le sinus, on va ôter le sinus, qui est ici, et on va faire le graphique de cosinus. Le graphique de cosinus, bon, c'est pas ça que je veux. Le graphique de cosinus, si on y va en orange. OK, on dit le cosinus à l'angle 0. Qu'est-ce qu'il est? Cosinus à l'angle 0, qu'est-ce que ça vaut? Ici, le cosinus, c'est le x. Donc, le cosinus va commencer par 1. OK? Le cosinus, c'est le x. Cosinus à l'angle 0, vous pourriez le tester sur votre calculatrice. Le cosinus de 0 degré, c'est 1. Le cosinus de 30 degrés, c'est-à-dire pi sur 6. Pi sur 6 qui est ici. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, racine carrée de 3 sur 2, ça donne à peu près 0,87. Vous voyez, c'est le point N qui est ici. OK? Pi sur 6, c'est là. À pi sur 4, qu'est-ce que ça fait? À pi sur 4, c'est la moitié de la graduation entre 0 et pi sur 2. À pi sur 4, le cosinus vaut racine carrée de 2 sur 2.
qui est à peu près 0,7. Donc, vous voyez, je le fais à peu près. Appuie sur 3, qui est un petit peu plus loin. Le cosinus vaut 1/2. Cosinus, donc c'est le point P qui est ici. Quand on arrive à pi sur 2, qu'est-ce qui arrive au cosinus? Le cosinus vaut 0. Donc, ça fait 0 ici. La même manière qu'on a fait tantôt. Donc, vous voyez que là, ça fait un graphique qui descend comme ça. Mais là, quand on arrive dans le deuxième cadran, le cosinus, ce sont les valeurs de x. Les valeurs de x dans le deuxième cadran sont négatives. Donc, vous voyez, moins 1/2, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2, jusqu'à temps qu'on arrive à pi radian, que le cosinus vaut moins 1. Donc, ici, à pi radian, le cosinus vaut moins 1. Donc, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à temps qu'on atteigne le minimum, qui est moins 1. Mais après ça, le cosinus dans le troisième cadran, voyez-vous, le cosinus de chaque angle, toujours négatif, jusqu'à temps qu'on arrive à 3 pi sur 2, qui est 270 degrés, 3 pi sur 2 radians, 270 degrés, le cosinus vaut 0. Donc, ça remonte jusqu'à 3 pi sur 2, que le cosinus vaut 0. Ensuite de ça, dans le quatrième cadran, le cosinus, c'est le x. Le x est positif, donc on remonte à 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, jusqu'à temps qu'on arrive à 2 pi, où est-ce que le cosinus vaut 1. Comme ça. Donc, ça remonte comme ça. Donc, je vous remonte qu'est-ce que le graphique a l'air si on le complète dépassé 2 pi. Donc, ça arrive ici. Si j'ôte le graphique qui est ici, j'ôte et je vous montre le graphique de cosinus, ça donne ça. Est-ce que vous remarquez que le graphique va encore se répéter? Vous remarquez entre 0 et 2 pi, ici, entre 0 et 2 pi. Après, si on dépasse 2 pi, le graphique va encore faire la même répétition. Donc, en anglais, on dit le même pattern, là, mais c'est le même modèle. Ça fait exactement la même chose. Donc, ça va être un graphique qu'on va dire périodique, parce qu'il se répète. Et qu'est-ce que ça va être la période? Bon, je vais le marquer un petit peu plus loin. Ça va être la longueur d'un cycle. Pour calculer la longueur d'un cycle, je peux partir de 2 points qui sont à la même hauteur. Et je calcule horizontalement qu'est-ce que c'est cette longueur-là. Bien, si vous remarquez, c'est de 0 à 2 pi, c'est un cycle complet. Donc, la période, ça va être 2 pi. Mais je pourrais partir, pour calculer la longueur d'un cycle, je pourrais partir de n'importe quel point qui sont à la même hauteur. Si on dit entre moins pi et pi, c'est quoi la longueur? Ben, c'est 2 pi. OK? Fait que la période peut se faire à partir de 2 points qui sont à la même hauteur dans mon graphique. Le sinus a la même période. Okay? Vous voyez que le sinus, qui est en bleu ici, a la même période que le cosinus. Si vous voulez, le cosinus a la même période que le sinus. Ce qui veut dire que si on va parler de deux choses. On va parler, là, j'ai passé l'amplitude, mais on va la faire. La longueur d'un cycle, c'est la période ici. Donc, la longueur d'un cycle, c'est la période. Et la période ici, dans notre fonction, c'est 2pi. On ne marque pas 2pi radians, parce que l'axe des x peut s'exprimer maintenant, pas juste en radians. Il peut s'exprimer en n'importe quelle unité. Souvent, c'est des secondes. Vous avez vu peut-être la longueur d'onde. C'est un terme que vous avez vu en sciences. La longueur d'onde, ça correspond à quoi mathématiquement? C'est la période. Okay? Fait que la longueur d'onde, ça s'exprime en hertz. Mais c'est quoi ça, des hertz? En fait, c'est des nombres d'oscillations par seconde. Fait que là, quand je vous dis la période, ça va être 2pi oscillations, je vais marquer osci, par unité. OK? 2pi oscillations par unité, c'est la longueur d'un cycle. Quand on dit, pas par unité, par cycle, je m'excuse.
c'est pas vrai, excusez-moi. C'est 2pi unités par cycle, okay, par oscillation. Oubliez ce que je viens de dire là. Là, je ne peux pas réeffacer. Donc, on va dire que c'est 2pi unités pour chaque cycle, la longueur d'un cycle. Quand les unités, ce sont des quand les unités, ce sont des secondes. Donc, vous avez appris ce que c'est la fréquence. La fréquence, en fait, c'est le nombre d'oscillations qu'on a par seconde. La fréquence va être en fait l'inverse de la période. Fait que la fréquence, ça va être 1 sur 2pi et ça va être des oscillations. Hey, oscillations. Oscillations par unité. Les unités qui peuvent être des secondes. OK? Puis quand c'est en oscillation par seconde, on appelle des oscillations par seconde, on appelle ça des hertz. OK? Fait que c'est ce que vous appeliez des hertz. Fait que quand on regarde la période, c'est en unité par, bon, si vous voulez, en secondes par cycle. Combien ça prend? Chaque cycle prend de secondes. Si, la fréquence, ça va être quoi? C'est le contraire, c'est en oscillation par unité. Donc, c'est en oscillation par seconde, qui est en Hertz. On va parler aussi de l'amplitude. L'amplitude, c'est quoi? C'est la mesure du maximum moins le minimum divisé par 2. Ben, c'est quoi ici? Le maximum, c'est 1. Le minimum, c'est moins 1. Puis on divise par 2, ça fait 1 moins 1, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. L'amplitude dans le graphique, quand on dit que quelque chose a beaucoup d'amplitude, c'est que ça monte assez haut. Bien, c'est que ça mesure la hauteur entre le milieu et le haut de votre courbe. Donc, c'est l'amplitude ici, que je vais appeler A majuscule, à ne pas confondre avec le A minuscule, qui était le paramètre A. Mais l'amplitude mesure la distance entre le centre et le milieu de votre courbe. Le centre et le haut de votre courbe. Le déphasage, bon, c'est un autre terme pour dire c'est la translation horizontale du graphique. Si vous vous rappelez bien, la translation horizontale du graphique, c'est le paramètre H. Bon, quand je vais dire, je m'excuse encore là, c'est pas très clair, mais quand je vais dire le paramètre H, c'est quoi? C'est la translation. Là, vous remarquez que le graphique de cosinus, c'est le graphique de sinus qu'on a fait une translation vers la gauche de, vous remarquez ici, j'ai fait une translation vers la gauche de combien? De pi sur 2. Ce qui veut dire que si on dit, je prends le sinus, puis je lui fais une translation vers la gauche de pi sur 2, ça veut dire que c'est le paramètre h qui va valoir moins pi sur 2. Pourquoi moins? Parce qu'on s'en va vers la gauche. Donc, ça veut dire x plus pi sur 2. Fait que quand je prends le sinus, puis que je lui fais une translation vers la gauche de pi sur 2, j'obtiens le cosinus de x. J'obtiens le cosinus. Donc, cette relation-là, dire que quand je rajoute pi sur 2 radians à un angle, ça donne la même chose. Le sinus de cette nouvel angle-là me donne le cosinus de l'angle de départ. Ça arrive très souvent. Si je vous dis, si le x vaut, je ne sais pas moi, pi sur 3, OK, on le fait. Pi sur 3 plus pi sur 2. Est-ce que ça donne la même chose que le cos de pi sur 3? De pi sur 3. On va se poser la question. Sinus de pi sur 3 plus pi sur 2. Pi sur 3, en fait, c'est 2 pi sur 6. Et pi sur 2, c'est 2 pi sur... Pi sur 3, c'est 2 pi sur 6. Et pi sur 2, c'est 3 pi sur 6. Quand on les additionne, ça fait 5 pi sur 6. Est-ce que le sinus de 5 pi sur 6, c'est le cosinus de pi sur 3? Rappelez-vous votre cercle trigonométrique. OK? 5 pi sur 6, c'est le point qui est pi sur 6, c'est 30 degrés.
5 pi sur 6, c'est le point qui est dans le deuxième cadran. Dans le point qui est dans le deuxième cadran, c'est le point moins racine carrée de 3 sur 2, une demi. De sorte que le sinus, c'est une demi. Le cosinus à pi sur 3. À pi sur 3, si je le fais en rouge, pi sur 3, c'est l'angle qui est ici. Ça, c'est pi sur 3. C'est quoi le point à pi sur 3? C'est une demi racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus, c'est le x. Donc, vous voyez que ça donne une demi aussi. Ce n'est pas une preuve formelle, mais c'est plus un exemple que cette règle-là fonctionne. Puis on va voir un petit peu plus tard avec avec les démonstrations plus algébriques, que cette règle-là est tout le temps vraie aussi.